Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans, et 2 jours avant la date limite de remise de ma thèse de master, mon père a fracassé mon ordinateur portable contre mon crâne. J'avais travaillé sur cette thèse pendant 18 mois. Du sang coulait le long de ma tempe alors que ma mère riait dans un coin. Mon père se tenait au-dessus de moi, le visage déformé par la rage. « Ton avenir ? C'est une blague », a-t-il craché. « Tu ne mérites pas d'avenir, tu n'es qu'une parasite. » Je n'avais jamais imaginé que ma quête d'éducation se terminerait ainsi. Si vous regardez ceci, j'aimerais savoir d'où vous êtes. Cliquez sur « S'abonner » et mettez un « j'aime » si mon histoire vous touche. Le voyage que je vais partager a tout changé. J'ai grandi à Saint-Étienne, une ville industrielle où la sirène de l'usine dictait le rythme de vie. Notre maison modeste, à la peinture écaillée, reflétait les priorités réalistes de mon père, Henri Dupont, ouvrier à l'aciérie depuis 27 ans. Pour lui, l'éducation était futile, un luxe pour les faibles, et le vrai travail primait tout. Ma mère, Claire, travaillait à mi-temps dans un bistrot et gérait la maison, se pliant aux exigences de mon père pour éviter ses colères ou son silence glacial. Avec le temps, elle devint son écho, riant nerveusement, en se moquant de mes aspirations académiques pour ne pas s'attirer son mépris. Mon frère aîné, François, était l'enfant prodige, ayant quitté le lycée pour rejoindre l'aciérie. À 20 ans, avec son appartement et son salaire stable, il incarnait le succès selon mes parents, qui louaient son travail honnête, tout en méprisant mes intérêts pour les études. Dès mon plus jeune âge, j'aimais apprendre, fasciné par les mots, les chiffres et les expériences scientifiques dans notre cuisine, malgré les reproches de mon père qui qualifiait cela de idiotie. En CE2, ma maîtresse, Madame Lefebvre, a remarqué mes compétences analytiques, mais mes parents, présents par obligation à la réunion, ont ignoré ces paroles. En CM2, j'ai remporté un concours d'orthographe départemental, mais mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie, mon père jugeant futile de célébrer ce genre de succès. En 4e, mon projet scientifique sur la qualité de l'eau a été primé régionalement, mais mes parents ont refusé de m'emmener à la compétition, moquant l'idée de jouer à la scientifique. Le lycée est devenu mon refuge. Je me suis investi dans les clubs académiques, soutenu par Monsieur Martin, mon professeur de français, qui me prêtait des livres, et Mademoiselle Dubois, qui m'aidait pour les examens avancés, tous deux m'encourageant à viser l'université. Devenu major de ma promotion, mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie, mais Monsieur Martin m'a offert un carnet, m'assurant que mon voyage ne faisait que commencer. Ce soir-là, j'ai juré de devenir la première Dupont à intégrer une grande université, transformant chaque mépris de ma famille en carburant pour ma détermination à échapper au destin qu'il me réservait. En secret, j'ai postulé à des bourses via les ordinateurs du lycée, sans Internet à la maison, utilisant une adresse e-mail cachée et un professeur comme contact pour éviter que le courrier n'arrive chez mes parents. Je cachais mes lettres d'admission sous une latte de plancher, les relisant la nuit à la lumière d'une lampe torche, rêvant d'une autre vie. Le jour de la remise des diplômes, mon père m'a demandé si je commençais à l'aciérie et quand je lui ai annoncé ma bourse complète pour l'université de Lyon, il a explosé de colère, jetant son assiette contre le mur, me reprochant de me croire supérieur à ma famille. Ma mère est restée silencieuse et François a ricané. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages, consciente que je coupais les ponts. Mais chaque objet dans ma valise affirmait une part de moi qu'il n'avait jamais reconnue. À l'université, je suis arrivé seul en bus avec une valise et un sac à dos, sans argent ni fourniture supplémentaire, contrairement à mes camarades entourés de parents attentionnés. Quand ma colocataire, Jasmine, m'a demandé si mes parents viendraient, j'ai menti en disant qu'ils travaillaient, début d'une série de mensonges pour masquer la douleur d'une vérité trop lourde à partager. Mon premier semestre à l'université fut une épreuve. Sans ordinateur, je passais des heures au laboratoire informatique pour mes devoirs, tandis que mes camarades travaillaient dans leur chambre. Un emploi à la cafétéria et un autre comme serveuse dans un bistrot près du campus couvraient à peine mes besoins, tout en maintenant la moyenne exigée par ma bourse. Une angine a bouleversé mon budget. Les frais médicaux ont vidé mes économies. Désespéré, j'ai appelé mes parents, mais après avoir expliqué ma situation,
mon père a pris le téléphone, moqueur. Des problèmes d'argent? Bienvenue dans le monde réel. Il a raccroché. Incapable de payer ma part du dortoir, j'ai dormi dans ma vieille Renault ou à la bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, me douchant à la salle de sport. J'ai caché ma situation, mentant à ma colocataire Jasmine pour éviter l'humiliation, devenant une étudiante invisible parmi des milliers. Pour Noël, tandis que les étudiants rentraient chez eux, j'ai pris des services supplémentaires au bistrot, profitant des pourboires généreux pour louer un petit studio hors campus, moins cher, mais dans un quartier douteux. Académiquement, j'excellais, et ma professeure de psychologie, Madame Leclerc, a remarqué ma perspicacité après un devoir sur l'insécurité économique et les dynamiques familiales, me suggérant de me spécialiser en psychologie. Cette discipline m'a aidé à comprendre mon éducation, transformant la connaissance en outil de guérison. En deuxième année, ma routine était épuisante. Cours, bibliothèque, service au bistrot et devoirs nocturnes, survivant grâce à des nouilles instantanées et des repas gratuits lors d'événements universitaires. En troisième année, j'ai décroché un poste d'assistante de recherche avec le professeur Beaumont, choisi pour ma perspective nuancée sur les facteurs socio-économiques en psychologie familiale, fruit de mon vécu. Chaque théorie étudiée éclairait mes expériences, donnant un langage à ce que j'avais toujours ressenti. En dernière année, ma passion pour la psychologie s'est cristallisée autour de l'impact des environnements familiaux sur la réussite scolaire et le développement psychologique, mon propre vécu devenant mon sujet d'étude. Diplômé avec mention très bien et les honneurs du département, j'ai été encouragé par mes professeurs à poursuivre un master, soutenu par leurs recommandations élogieuses. Accepté dans un programme de master en psychologie à l'Université de Lyon avec une bourse d'assistanat d'enseignement couvrant presque toutes mes dépenses, je me sentais validé malgré les obstacles. Dans un élan d'optimisme, j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, mais ma mère, d'une voix fatiguée, m'a demandé quand je trouverais un vrai travail, tandis que mon père, intervenant, m'a reproché d'éviter de grandir en poursuivant mes études. J'ai raccroché, confronté à nouveau à leur rejet, consciente que l'espoir d'obtenir leur approbation restait aussi vain que de chercher de l'eau dans une pierre. Pour mon master, j'ai choisi un petit appartement à Saint-Étienne, à 20 minutes du campus, car le loyer était bien moins cher qu'en zone universitaire, même si une partie de moi espérait peut-être renouer avec ma famille. Le programme était intense, avec des cours exigeants et une concurrence accrue, mais mes luttes en licence m'avaient endurci, me donnant un avantage sur mes camarades plus privilégiés. Je me suis spécialisé dans l'impact des attitudes parentales sur la réussite scolaire et le concept de soi, chaque article que j'écrivais reflétant mon propre vécu. Mes professeurs, comme Madame Dubois, ont salué la profondeur de mes analyses, notant leur compréhension nuancée de l'expérience vécue, sans savoir à quel point mes recherches étaient personnelles. Chaque donnée statistique et étude de cas faisait écho à mon enfance, et je masquais cette dualité derrière un langage académique rigoureux, à la fois chercheuse et sujet de ma propre histoire. 3 mois après le début de mon master, une panne de voiture a bouleversé mon budget, la bourse d'enseignement couvrant à peine l'essentiel. À court d'options, j'ai appelé mes parents pour demander à rester chez eux 1 mois ou 2, le temps d'économiser pour les réparations, proposant de payer un loyer et d'aider à la maison. À ma surprise, ils ont accepté, ma mère semblant presque heureuse, bien que mon père m'ait reproché de revenir la queue entre les jambes. La première semaine, j'ai repris mon ancienne chambre, transformée en débarras, et adopté une routine discrète, partir tôt pour le campus et rentrer tard. Ma mère laissait parfois de la nourriture pour moi, et mon père se limitait à des remarques sur les étudiants de carrière. Cette paix fragile m'a permis de finaliser ma proposition de thèse sur la résilience éducative des étudiants de première génération, approuvée avec enthousiasme par mon comité, avec Madame Dubois comme conseillère principale, m'offrant un soutien précieux pour ma recherche. Ma recherche avançait bien. J'ai effectué des revues de littérature, conçu des enquêtes, obtenu l'approbation éthique et mené des entretiens approfondis avec 20 étudiants de première génération, recueillant des données riches pour ma thèse sur la résilience éducative. Cependant, à la maison, les tensions s'amplifiaient. Les remarques subtiles de mon père sur mon obsession pour les études
se sont transformées en critiques quotidiennes, moquant mon ordinateur portable comme un symbole de paresse intellectuelle, tandis qu'il augmentait le volume de la télévision pour me perturber. Ma mère renforçait passivement ses propos, suggérant un travail simple pour éviter le stress, ignorant ma lutte pour échapper à une vie ordinaire. François, mon frère, multipliait les visites inopportunes, m'interrompant sans cesse. L'épuisement s'accumulait, le sommeil devenant rare, alors que je travaillais la nuit pour trouver le calme. Pourtant, chaque obstacle renforçait ma détermination à achever ma thèse et à prouver que leur vision étroite de ma valeur était fausse. 6 semaines avant la date limite de ma thèse, Madame Dubois m'a demandé de restructurer mes conclusions pour mieux aligner mon analyse sur le cadre théorique, un défi aggravé par une panne technique qui a corrompu mes sauvegardes, me forçant à reconstruire des analyses statistiques complexes à partir de notes éparses. La pression s'intensifiait alors que la date limite approchait, chaque jour semblant faire dérailler mon travail. Une nuit, j'ai surpris mes parents critiquant mon choix d'études, mon père moquant mon diplôme sophistiqué et ma mère s'inquiétant de mon absence de vie normale, leurs mots ravivant une douleur profonde. Poussé par la colère et la détermination, j'ai travaillé 20 heures d'affilée, reconstruisant mes analyses et intégrant les révisions de Madame Dubois. À l'aube, à 48 heures de la soumission, ma thèse était à 90% terminée, portée par une rage qui transformait leurs doutes en carburant pour ma réussite. Le matin de la date limite de ma thèse, les interférences de mes parents se sont intensifiées. Mon père entrait toutes les demi-heures avec des demandes triviales, tandis que ma mère insistait pour que je prenne des pauses inutiles, minimisant l'urgence en disant que la famille passe avant tout. Dans les dernières 24 heures, je me suis installé à la table de la salle à manger, mais mon père a augmenté le volume de la télévision, déclenchant une dispute quand j'ai demandé de baisser. J'ai travaillé toute la nuit, terminant les révisions sous la lumière de l'aube, ne restant qu'à formater et relire avant la soumission à midi. Épuisé mais fier, j'avais produit une thèse perspicace, surmontant tous leurs obstacles. Alors que je savourais ce triomphe, mon père est entré dans la salle à manger, tasse de café à la main, bouleversant tout. Le matin du jour de soumission de ma thèse s'est levé avec un calme trompeur. Les oiseaux chantèrent dehors. La lumière filtrait à travers les stores bon marché. J'étais éveillé depuis près de 36 heures, soutenu par du café noir et une détermination absolue. Mes yeux brûlaient à force de fixer l'écran, mais un sentiment d'accomplissement surpassait l'épuisement. Encore quelques heures et 18 mois de travail culmineraient dans la soumission de ma thèse. La maison était silencieuse alors que je me rendais discrètement à la cuisine pour ma 5e tasse de café. L'horloge numérique du micro-ondes indiquait 7h06, moins de 5 heures avant la date limite de midi. Je devais juste terminer la relecture finale, formater les références selon les normes académiques et préparer le dossier de soumission. Sans catastrophe, je finirais avec du temps à revendre. J'avais installé mon espace de travail sur la table de la salle à manger la veille, après que mon père eut réquisitionné le salon pour un match de basket à plein volume. Mes références et notes étaient soigneusement disposées en piles, chacune représentant une section de ma thèse. Mon ordinateur portable, un modèle d'occasion acheté avec ma bourse d'enseignement, ronronnait régulièrement en traitant le volumineux document. Le premier signe de problème est apparu à 7h30 quand mon père est sorti de la chambre. Normalement, il ne se levait pas avant 8 heures les jours de congé. Son apparition matinale a immédiatement déclenché une alarme dans mon esprit. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, observant mon installation avec les yeux plissés. « Toujours à jouer à l'étudiante, à ce que je vois », a-t-il commenté, sa voix portant ce ton familier de dédain. « Les gens normaux vont au travail à cette heure-ci. » J'ai ravalé la réplique qui s'est instantanément formée dans mon esprit. Encore quelques heures, ne pas s'engager, ne pas lui donner d'excuses. « Bonjour papa », ai-je dit à la place, gardant une voix neutre. « Je finis bientôt. Ma soumission est due à midi. » Il a grogné, se dirigeant vers la cafetière. « Soumission, un mot sophistiqué pour les devoirs. À ton âge, je soutenais déjà une famille. » La comparaison familière flottait dans l'air. Je l'avais entendue des centaines de fois dans ma vie. Aujourd'hui, elle m'atteignait à peine, alors que je continuais à vérifier ma section méthodologie.
Alors que je finalisais ma thèse à la table de la salle à manger, ma mère a critiqué le désordre de mes papiers, insistant pour que je libère la place pour le petit déjeuner familial, tandis que mon père raillait que taper sur un clavier n'était pas du vrai travail comparé à son labeur à l'aciérie. Malgré leur pression, je refusais de céder, expliquant l'urgence de ma date limite à midi, mais mon père, furieux, m'a traité d'ingrate, dénonçant mon arrogance due à l'éducation, tandis que ma mère tentait mollement de calmer le jeu. Lorsqu'il a claqué sa tasse de café, faisant déborder le liquide, j'ai ignoré sa colère, me concentrant sur mon écran pour achever le formatage, chaque minute perdue rapprochant la menace de rater ma soumission, un combat contre leur mépris et l'inflexibilité de la deadline. À 9h30, François est arrivé sans prévenir. Ces visites étaient devenues étrangement fréquentes pendant la phase de finalisation de ma thèse, toujours au moment où j'étais en pleine concentration. Il a franchi la porte d'entrée sans frapper, sa voix tonitruante brisant mon focus. « Petit déjeuner familial. Maman m'a dit que tu cuisinais, papa, » a-t-il annoncé, posant bruyamment ses clés sur le comptoir. Il a jeté un œil par-dessus mon épaule sur mon ordinateur. « Toujours en train d'écrire ton devoir ? Je pensais que tu aurais fini maintenant. Thèse, ai-je corrigé automatiquement. Et oui, je la termine aujourd'hui. » François a ri. « Thèse, devoir, travail basse, c'est pareil, non ? Je vous ai dit que j'ai eu une promotion à l'aciérie. Superviseur maintenant. Avantage complet, retraite, tout le package. » Mon père rayonnait de la fierté qu'il n'avait jamais dirigée vers mes réussites. Ça, c'est mon garçon. Du vrai travail, de vraies récompenses. Pas de bêtises avec des diplômes qui ne finissent jamais. Le contraste était si frappant, si douloureux, que j'ai dû me retenir physiquement de réagir. J'ai pris une profonde inspiration et suis retourné à mes citations, déterminé à maintenir ma concentration malgré leurs provocations délibérées. Les 2 heures suivantes ont passé dans un flou de commentaires passifs-agressifs, de bruits délibérés et d'hostilités à peine voilées. Ma mère entrait sans cesse dans la salle à manger pour épousseter des surfaces qui n'en avaient pas besoin. Mon père augmentait le volume de la télévision toutes les 15 minutes jusqu'à atteindre des niveaux absurdes. François engageait des conversations téléphoniques bruyantes juste derrière ma chaise. À 11h30, mes nerfs étaient à vif. Mais le triomphe était à portée de main. La thèse était correctement formatée, les citations vérifiées, le résumé peaufiné. Il ne restait qu'à sauvegarder et soumettre via le portail universitaire. J'allais y arriver malgré tout. C'est alors que la connexion Internet a échoué. J'ai fixé le message d'erreur, incrédule. Aucune connexion disponible. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de réseau non plus. Avec une appréhension croissante, je suis entré dans le salon où mon père regardait la télévision avec une connexion Internet parfaite. L'Internet ne fonctionne pas dans la salle à manger, ai-je dit, luttant pour garder une voix stable. J'ai besoin de soumettre ma thèse dans les 30 prochaines minutes. Peux-tu vérifier le routeur ? Il n'a pas détourné les yeux de l'écran. L'Internet fonctionne parfaitement pour moi. Mais pas sur mon ordinateur ni mon téléphone, ai-je expliqué, la panique montant. S'il te plaît, c'est crucial, je dois soumettre avant midi. Il s'est tourné lentement, son expression indéchiffrable. C'est drôle, comme ces urgences tournent toujours autour de tes études. Tu n'as jamais de problème technique quand il s'agit d'aider ta mère avec les corvées. La réalisation m'a frappé avec une clarté écœurante. As-tu fait quelque chose à l'Internet ? Un petit sourire satisfait s'est dessiné au coin de sa bouche. J'ai peut-être débranché le répéteur Wi-Fi de la salle à manger, ma maison, mes règles. Le sang m'est monté au visage, la colère et le désespoir se heurtant. 18 mois de travail, d'innombrables nuits blanches, l'aboutissement de mon programme de master, tout mis en péril par son petit jeu de pouvoir mesquin. J'ai besoin de soumettre cette thèse, ai-je dit, ma voix tremblante d'effort pour me retenir. C'est mon avenir, papa. Il a ri, un son totalement dépourvu d'humour. Ton avenir, c'est une blague. Il s'est levé soudainement, me dominant. Quel avenir te donne une scolarité sans fin ? François a une maison, une promotion, une vraie vie. Qu'est-ce que tu as, toi ? Une pile de papier que personne ne lira et des dettes étudiantes ?
Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, attirée par les voix qui s'élevaient. Au lieu d'intervenir, elle restait silencieuse, sa présence approuvant tacitement son comportement. « J'ai besoin de soumettre ça », ai-je répété, me dirigeant vers le routeur sur l'étagère. « Je vais réinitialiser la connexion moi-même. » Sa main s'est abattue, saisissant mon bras avec une force qui laissait des bleus. « Tu ne touches à rien dans ma maison sans permission. »« Lâche-moi !» ai-je dit, arrachant mon bras. « C'est insensé. J'ai juste besoin d'un accès à Internet pendant 5 minutes pour soumettre mon travail. »« Ton travail ?» a-t-il ricané. « Tu veux dire ton excuse pour éviter les vraies responsabilités, ton éducation prétentieuse qui te fait penser que tu es meilleur que nous. » Des décennies de rage et de douleur refoulées se sont cristallisées en une clarté soudaine. « Ce n'est jamais vraiment à propos de mon éducation, ai-je dit, la réalisation perçant comme un rayon de soleil. C'est toujours à propos de ton insécurité. Tu es menacé par le fait que j'ai choisi un chemin différent. » Son visage s'est déformé de fureur. « Petite ingrate. » Et c'est alors que j'ai commis le péché impardonnable dans notre foyer. Je l'ai interrompu. « Non, je ne suis pas ingrate. Je suis ambitieuse. Je suis déterminée. Et je ne vais pas te laisser saboter mon avenir parce que tu ne le comprends pas. » Je lui ai tourné le dos, me dirigeant vers la salle à manger pour récupérer mon ordinateur. Je conduirais jusqu'au campus s'il le fallait, même si le trajet de 30 minutes signifiait probablement manquer la date limite. Pourtant, je devais essayer. Je l'ai entendu me suivre, ses pas lourds, vibrant à travers le sol. J'ai atteint mon ordinateur juste au moment où il entrait dans la pièce. « Tu penses que tu es tellement plus intelligente que tout le monde », a-t-il dit, sa voix dangereusement basse. « Tellement meilleure que ta famille, à cause de ta précieuse éducation. » Je n'ai pas répondu, concentré sur la collecte rapide de mes matériaux. Le temps s'échappait. « Regarde-moi quand je te parle », a-t-il exigé. Quand j'ai continué à ranger, sa main s'est abattue sur la table. J'ai dit « Regarde-moi ». Je me suis tourné, serrant mon ordinateur contre ma poitrine comme un bouclier. « Je dois y aller. On peut parler de ça plus tard. »« Il n'y a rien à discuter, » a-t-il dit, avançant vers moi. « Tu dois apprendre le respect. Tu dois apprendre ta place. » « Ma place n'est pas ici, » ai-je répondu, la vérité résonnant clairement. Elle ne l'a jamais été. C'est alors que quelque chose a changé dans son regard, une dernière retenue se brisant. Plus tard, je reconnaîtrai ce moment comme celui où son besoin de contrôle a tout submergé. À cet instant, il n'était plus mon père, mais simplement un homme incapable de supporter qu'on lui tienne tête. « Ton avenir », a-t-il répété, sa voix étrangement calme, « c'est une blague. » Sa main s'est précipitée vers mon ordinateur. Le temps semblait ralentir alors que ses doigts se refermaient sur le bord de l'appareil. Pendant un moment bizarre, j'ai pensé qu'il allait simplement le prendre, le cacher, jusqu'à ce que la date limite soit passée. Une punition puérile pour mon insolence présumée. Je n'aurais jamais pu imaginer ce qui suivrait. Avec une force née de décennies de travail physique et d'une rage incandescente, il m'a arraché l'ordinateur des mains. Je l'ai regardé, horrifié et incrédule, le lever haut au-dessus de sa tête. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Il n'y avait aucune hésitation dans le sien, aucun moment de réflexion paternelle, juste une fureur froide et délibérée. L'ordinateur s'est abattu avec une force brutale contre le côté de ma tête. L'impact a explosé dans mon crâne comme un coup de feu. La douleur a éclaté instantanément, vive et brûlante. Le coin de l'appareil a frappé juste au-dessus de ma tempe droite et j'ai senti la peau se déchirer. Une chaleur humide a commencé à couler sur mon visage. Le coup m'a fait reculer en titubant jusqu'à ce que mes épaules heurtent le mur. Ma vision s'est brouillée, s'assombrissant sur les bords. À travers la désorientation, j'ai vu mon ordinateur heurter le sol, l'écran se séparant du clavier, avec un craquement écœurant de plastique et d'électronique. « Tu ne mérites pas d'avenir », a grogné mon père, se tenant au-dessus de moi alors que je glissais contre le mur. « Tu n'es qu'une parasite. » Le son le plus choquant est venu ensuite, le rire de ma mère, aigu et nerveux, depuis l'encadrement de la porte où elle se tenait, observant, sans intervenir, sans appeler à l'aide, sans montrer une once de protection maternelle. Juste en riant, comme si son mari avait raconté une blague légèrement déplacée, plutôt que d'avoir agressé sa fille. Henri,
a-t-elle enfin dit, gloussant toujours de manière inappropriée. Ça suffit maintenant, suffisant. Du sang coulait dans mon œil. Ma thèse, mon diplôme de master, mon avenir, gisaient en morceaux sur le sol, et c'était simplement suffisant maintenant. Mon père se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante, comme surpris par ses propres actions, mais sans le moindre regret. « Nettoie-toi » a-t-il marmonné finalement, « et nettoie ce désordre aussi. » Il s'est retourné et est parti, ma mère le suivant comme une ombre. Je les ai entendus dans la cuisine, les bruits domestiques banals du café versé, du réfrigérateur qui s'ouvrait et se fermait, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Comme s'ils n'avaient pas franchi une ligne qui ne pourrait jamais être retraversée. Je suis resté au sol pendant plusieurs minutes, figé par le choc. La douleur dans ma tête pulsait à chaque battement de cœur. Quand j'ai enfin touché ma tempe, mes doigts étaient rouges de sang. La coupure était assez profonde pour nécessiter probablement des points de suture. Plus préoccupant encore étaient la nausée et les vertiges qui suggéraient une possible commotion cérébrale. Avec des mains tremblantes, j'ai ramassé les morceaux brisés de mon ordinateur. L'écran pendait par un seul fil du clavier. Le boîtier était fissuré, des fragments de plastique éparpillés sur le sol. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton d'alimentation, mais il n'y avait aucune réponse, pas même un scintillement de vie. La machine qui contenait toute ma carrière académique était morte. Ma thèse. La date limite. La panique m'a traversé, éclipsant temporairement la douleur physique. Il fallait que je récupère mes données d'une manière ou d'une autre. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour évaluer les dégâts à ma tête avant tout. Le miroir a révélé une entaille d'environ 2 cm au-dessus de ma tempe droite, saignant encore librement. Mon œil commençait déjà à enfler, et 2 mains afficheraient un impressionnant hématome. J'ai pressé un gant de toilette propre contre la plaie, appliquant une pression pour ralentir le saignement. Les symptômes de commotion s'intensifiaient. La lumière de la salle de bain semblait douloureusement vive, et quand je bougeais la tête trop vite, la pièce tournait de manière alarmante. Je savais que je devrais probablement aller aux urgences, mais la date limite de la thèse pesait plus lourd que mon bien-être physique. Midi. Il était déjà plus de 11 heures. Moins d'1 heure restait. Je suis revenu dans la salle à manger, le gant toujours pressé contre ma tête. François était apparu entre-temps, assis à la table, scrollant sur son téléphone avec une indifférence désinvolte. Il a levé les yeux, remarquant ma blessure, et son visage s'est crispé un instant avant de reprendre son expression habituelle. « Papa t'a bien eu » a-t-il dit, son ton partagé entre l'amusement et un malaise qu'il essayait de cacher. Tu aurais dû savoir qu'il ne faut pas répondre. La désinvolture avec laquelle il reconnaissait l'agression, sans la condamner explicitement, était peut-être plus glaçante que l'attaque elle-même. Mais cette fois, quelque chose dans son regard semblait hésitant, comme s'il luttait intérieurement avec ce qu'il venait de voir. « J'ai besoin de récupérer les fichiers de ma thèse sur cet ordinateur, » ai-je dit, ignorant son commentaire. « As-tu un ordinateur que je peux utiliser ? Je dois soumettre avant midi. » Il a haussé les épaules, mal à l'aise. « Désolé, j'ai laissé mon ordinateur chez moi. De toute façon, ce truc est fichu. Aucune chance que tu récupères quoi que ce soit. » Je savais qu'il avait raison. Les dégâts étaient catastrophiques. Pourtant, je devais essayer. Avec des mains tremblantes, j'ai rassemblé les morceaux brisés et mon sac. Le sang continuait de suinter à travers le gant, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper correctement. Il fallait que je parte. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte alors que je me préparais à partir. « Où penses-tu aller ?» a-t-elle demandé, comme si j'étais une adolescente enfreignant le couvre-feu plutôt qu'une adulte blessée. « À l'hôpital, puis au campus », ai-je répondu, évitant de la regarder. Je ne pouvais supporter de voir la femme qui avait ri pendant que je saignais. « Ton père est encore contrarié », a-t-elle dit, baissant la voix. « Peut-être que tu devrais attendre qu'il se calme. Présente-lui des excuses pour l'avoir provoqué. » L'absurdité de sa suggestion m'a frappé comme un second coup. M'excuser. Pourquoi ? Pour avoir poursuivi mes études, pour avoir attendu un respect humain de base, pour avoir eu le crâne ouvert par mon propre père. « Je ne m'excuserai pas », ai-je dit, la voix stable malgré tout. « Et je ne reste pas ici une minute de plus. »
Ne sois pas dramatique, Alice, a-t-elle soupiré. C'était juste une petite dispute qui a dérapé. Les désaccords familiaux, ça arrive. Ce n'était pas un désaccord, maman. C'était une agression. Son visage s'est durci. Maintenant, tu es ridicule. Ton père ne ferait jamais. Il vient de le faire, ai-je dit, pointant ma tête ensanglantée. Regarde-moi, regarde ce qu'il a fait. Elle a jeté un coup d'œil à ma blessure avec un détachement clinique. Tu as probablement besoin de quelques points. Je peux t'emmener à la clinique après le déjeuner. Après le déjeuner. Comme si nous discutions d'un inconvénient mineur plutôt que d'une attaque traumatique. Comme si ma date limite de thèse et potentiellement tout mon avenir académique ne s'évaporaient pas à chaque minute qui passait. Je pars, ai-je répété, rassemblant mes affaires. Et je ne reviendrai pas. La voix de mon père a tonné depuis le salon. Si tu franchis cette porte, ne te donne pas la peine de revenir. Les enfants ingrats n'ont pas de seconde chance dans cette maison. Ma mère m'a lancé un regard à la fois suppliant et accusateur. Tu vois ce que tu as déclenché. Excuse-toi et tout ça s'apaisera. À cet instant, j'ai vu avec une clarté parfaite la dynamique qui avait façonné toute ma vie. L'ennablé et l'agresseur travaillant en tandem pour maintenir un système de contrôle par la peur et la manipulation. J'avais essayé d'y échapper depuis l'enfance, mais un espoir persistant d'amour parental m'avait gardé attaché à leur orbite toxique. Plus maintenant. « Adieu, maman », ai-je dit doucement, la dépassant pour atteindre la porte. « Tu le regretteras », m'a-t-elle lancé. « Quand ton éducation sophistiquée te laissera seule sans famille, tu regretteras d'avoir choisi les livres plutôt que le sang. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Avec mon ordinateur brisé serré contre ma poitrine et du sang coulant encore sur mon visage, j'ai franchi la porte d'entrée, dans la lumière aveuglante d'un avenir soudainement détaché de tout ce vers quoi j'avais travaillé. Les vertiges m'ont frappé durement dès que j'ai atteint ma voiture. Les symptômes de commotion s'intensifiaient, rendant la concentration difficile. Je me suis assise derrière le volant, essayant d'organiser mes pensées à travers la douleur et la désorientation. La date limite de la thèse, la blessure à la tête, l'ordinateur détruit, tout s'effondrait simultanément. J'ai vérifié mon téléphone, 11h40. Pas le temps d'arriver au campus avant midi. Aucun moyen de récupérer mes fichiers sur l'ordinateur détruit. Aucune option pour demander une extension sans documentation d'urgence. L'aboutissement de mon travail de master m'échappait, tandis que le sang continuait de suinter à travers le gant pressé contre ma tempe. Pour la première fois de ma vie, je n'avais ni plan, ni stratégie de secours, ni chemin clair devant moi. J'ai démarré la voiture malgré tout, m'éloignant de la maison où j'avais enduré 2 décennies de sabotage systématique et d'abus émotionnels, culminant dans cet acte de violence impardonnable. Je n'avais pas de destination en tête en partant, seulement la certitude que je ne pourrais jamais revenir. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais sans le poids de leurs attentes toxiques qui me tiraient vers le bas. Le sang peut être plus épais que l'eau, mais il n'était pas censé être versé par ceux qui prétendent vous aimer. J'ai conduit sans but pendant 20 minutes, mes pensées dispersées par la douleur et le choc. Le sang avait imbibé le gant, et la douleur lancinante dans ma tête s'intensifiait à chaque minute. Finalement, je me suis garé dans le parc de la Tête d'Or, un espace public vide, un matin de semaine. Je me suis arrêté sous un chêne ombragé et me suis enfin autorisé à ressentir le poids complet de ce qui s'était passé. Les larmes sont venues soudainement et violemment, des sanglots profonds et déchirants qui semblaient provenir d'un endroit primal que j'avais gardé verrouillé pendant des années. J'ai pleuré pour la petite fille, dont les réussites étaient systématiquement rejetées, pour l'adolescente qui cachait ses lettres d'admission comme des objets de contrebande, pour l'étudiante diplômée dont le père avait détruit son travail par dépit et insécurité. Surtout, j'ai pleuré pour la fille qui avait passé une vie entière à chercher l'approbation de personnes fondamentalement incapables de la donner. Un ping aigu de mon téléphone a interrompu la crise. C'était un email de Madame Dubois. « Alice, date limite de midi approche. Veuillez confirmer l'état de la soumission. » La réalité m'a frappé avec une force brutale. La thèse, la date limite,
tout mon avenir académique en jeu. J'ai vérifié l'heure, 11h52. 8 minutes restaient, et j'étais assise dans un parc avec une blessure à la tête et un ordinateur détruit. Cela semblait désespéré. Puis quelque chose s'est produit en moi. Un calme étrange m'a envahi, remplaçant la panique et le désespoir. Si ma famille m'avait appris quelque chose, c'était la résilience face à des obstacles insurmontables. J'avais surmonté leurs barrières toute ma vie. C'était juste un obstacle de plus, certes le plus extrême. Priorité numéro 1, j'ai trouvé un mouchoir propre dans la boîte à gants et l'ai pressé contre ma tempe, encore saignante. Puis j'ai tapé une réponse rapide à Madame Dubois. Situation d'urgence. Je me rends au campus maintenant. Veuillez indiquer le protocole pour une soumission tardive. La réponse est arrivée presque immédiatement. Quel genre d'urgence? Vas-tu bien? J'ai hésité puis décidé que l'honnêteté complète était la seule option. Blessure physique nécessitant des soins médicaux. Ordinateur détruit. Impossible d'accéder aux fichiers de la thèse. J'expliquerai en personne. J'ai démarré la voiture et me suis dirigé vers le campus, conduisant lentement pour gérer mes vertiges. Mon téléphone a sonné à nouveau. Madame Dubois avait répondu « Rends-toi immédiatement au service de santé universitaire. Je t'y rejoindrai. Ne t'inquiète pas pour la thèse pour l'instant. » Son inquiétude, si différente de la réaction de ma famille, a fait monter de nouvelles larmes dans mes yeux. Je suis arrivé au centre de santé universitaire, le sang suintant à nouveau à travers le mouchoir. La réceptionniste m'a immédiatement conduite dans une salle d'examen. Une infirmière, une femme d'âge moyen nommée Sophie aux yeux bienveillants et aux gestes efficaces, a nettoyé la plaie tout en posant des questions douces sur ce qui s'était passé. Je me suis retrouvé à lui dire la vérité brute. Mon père a fracassé mon ordinateur contre ma tête quand j'ai essayé de soumettre ma thèse. Ses mains se sont immobilisées un instant avant de reprendre leur travail. Cette blessure est cohérente avec ce que vous décrivez, a-t-elle dit prudemment. Je vais tout documenter soigneusement. Le médecin arrivera sous peu pour déterminer si vous avez besoin de points et nous devrons évaluer une possible commotion. J'ai une date limite pour ma thèse, ai-je expliqué. Ou plutôt, j'avais. Il était midi. Votre santé passe avant tout, a répondu Sophie fermement. Les délais académiques peuvent être prolongés pour des urgences médicales. Cela en est clairement une. Madame Dubois est arrivée pendant que le médecin m'examinait. Elle a jeté un œil à ma blessure et son calme professionnel s'est légèrement fissuré. « Mon Dieu, Alice !» a-t-elle murmuré. « Que s'est-il passé ?» Le médecin, qui venait de confirmer une légère commotion et la nécessité de 4 points, a levé les yeux. « Vous êtes sa professeure ?» Madame Dubois a hoché la tête. « Conseillère de thèse. Votre étudiante a subi une blessure importante à la tête, a-t-il expliqué. Les protocoles de commotion doivent être suivis. Pas d'écran, stress cognitif limité pendant au moins 48 heures. Bien sûr, a-t-elle immédiatement accepté. La date limite est complètement levée. Nous discuterons des extensions une fois qu'elle sera rétablie. Pendant que le médecin préparait les points, Madame Dubois a tiré une chaise près de la table d'examen. Alice, l'infirmière a mentionné que votre ordinateur a été utilisé comme une arme. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Pour la 2e fois ce jour-là, j'ai raconté les événements menant à ma blessure. Madame Dubois a écouté sans interrompre, son expression devenant de plus en plus préoccupée. Quand j'ai fini, elle a pris une profonde inspiration. « D'abord, votre thèse n'est pas perdue, a-t-elle dit. Vous m'avez envoyé un brouillon il y a 2 jours, vous vous souvenez? Nous avons au moins cette version. Un soulagement m'a envahi. Dans le chaos, j'avais oublié cet email. Ensuite, a-t-elle continué, l'université a des protocoles pour des situations comme celle-ci. Ce qui vous est arrivé est une agression et nous devons le signaler. Le bureau de la police du campus est juste à côté. Seriez-vous prête à leur parler après la fin de votre traitement médical? J'ai hésité. Déposer une plainte contre mon propre père semblait franchir une ligne sans retour, mais il avait déjà franchi une ligne irréversible en m'attaquant. Oui, ai-je décidé, je le signalerai. Les heures suivantes ont passé dans un flou de procédures médicales et de déclarations officielles. Le médecin a suturé ma quichaine, expliquant les directives pour les soins de commotion. Un officier de la police du campus a pris ma déclaration, photographié ma blessure et documenté les restes de mon ordinateur brisé comme preuve.
le coordinateur des services aux étudiants, a organisé un logement temporaire d'urgence dans un complexe d'appartements pour diplômés, car retourner chez mes parents n'était clairement pas une option. Tout au long, Madame Dubois est restée à mes côtés, plaidant en ma faveur auprès des différents départements universitaires. Elle m'a aidé à obtenir une extension d'urgence pour la soumission de ma thèse et à organiser avec le service informatique une tentative de récupération des données de mon ordinateur endommagé. Le doyen de l'école doctorale a approuvé une extension de 2 semaines compte tenu des circonstances, m'a-t-elle informé alors que nous étions dans le bureau des services aux étudiants. Et le département informatique pense pouvoir récupérer vos fichiers du disque dur qui semble intact malgré les dommages extérieurs. Je ne sais pas comment vous remercier, ai-je dit, submergé par son soutien. Vous n'avez pas besoin de me remercier, a-t-elle répondu fermement. C'est ce que les communautés académiques sont censées faire, se soutenir mutuellement. Ce qui vous est arrivé est inadmissible et s'assurer que vous puissiez terminer votre travail malgré cela est le minimum que nous puissions offrir. Ces mots ont touché une corde profonde. Soutien, communauté, des concepts si étrangers à mon expérience familiale qu'ils semblaient presque mythiques. Pourtant, ils se manifestaient ici par une aide pratique quand j'en avais le plus besoin. En fin d'après-midi, les crises immédiates avaient été traitées. Ma blessure était soignée, la plainte déposée, le logement d'urgence sécurisé et les accommodations académiques arrangées. Le département informatique avait pris mon ordinateur, promettant de tenter une récupération de données pendant la nuit. On m'a ordonné de me reposer et de suivre les protocoles de commotion, ce qui signifiait pas de lecture ni d'écran pendant au moins 24 heures. Alors que Madame Dubois m'accompagnait à mon logement temporaire, elle m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Alice, est-ce la première fois que votre père a été physiquement violent envers vous ?»« Oui, ai-je répondu honnêtement. L'abus émotionnel a été constant, mais c'était la première attaque physique. » Elle a hoché la tête pensivement. « Je m'en doutais d'après votre focus de recherche. Beaucoup de chercheurs en psychologie familiale sont attirés par ce domaine à cause d'expériences personnelles. Sa perspicacité était déconcertante mais validante. Est-ce si évident ? Seulement pour quelqu'un qui connaît les schémas, m'a-t-elle rassuré. Votre compréhension des dynamiques familiales a toujours semblé inhabituellement nuancée pour quelqu'un de votre âge. Maintenant, je comprends pourquoi. Nous sommes arrivés au bâtiment et elle m'a aidé à m'installer dans l'unité de logement d'urgence, simple mais confortable. Avant de partir, elle a posé une carte de visite sur le comptoir. « Ce sont les coordonnées du centre de conseil universitaire », a-t-elle expliqué. « Ils ont des conseillers de crise disponibles 24 heures sur 24. Pensez à les appeler. Ce que vous avez vécu est traumatique, et le traiter avec un soutien professionnel serait bénéfique. » Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit inconnu, physiquement et émotionnellement épuisée. Les événements de la journée semblaient oniriques dans leur intensité et leur surréalisme. Ma tête palpitait malgré les analgésiques, et mes pensées revenaient sans cesse au moment où le métal et le plastique s'étaient écrasés contre mon os ou os, où le sang coulait sur mon visage pendant que ma mère riait. J'ai pris la carte de Madame Dubois et le téléphone. Certains fardeaux étaient trop lourds à porter seul. Le lendemain matin, un technicien informatique de l'université a frappé à ma porte, tenant un petit disque dur externe. « Nous avons pu récupérer la plupart de vos fichiers », a-t-il expliqué. Le disque dur était remarquablement intact malgré les dommages extérieurs. Nous avons tout transféré sur ce disque externe. Je l'ai accepté avec des mains légèrement tremblantes, mélange de médicaments, d'épuisement et d'un profond soulagement. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie. Juste mon travail, a-t-il répondu avec un sourire. Le département technique vous souhaite un prompt rétablissement. Une fois qu'il est parti, j'ai connecté le disque à l'ordinateur portable de prêt fourni par les services aux étudiants. Elle était là, ma thèse intacte, sauf pour les dernières modifications que j'avais faites le matin de l'incident. Comparé à ce qui aurait pu être perdu, c'était un miracle. Malgré les protocoles de commotion déconseillant l'utilisation d'écran, j'ai passé les heures suivantes à compléter le formatage final et les révisions. Ma tête palpitait et ma vision se brouillait occasionnellement, mais la détermination surpassait l'inconfort physique. En fin d'après-midi,
j'ai soumis la thèse complète via le portail universitaire en ligne. L'email de confirmation est arrivé quelques instants plus tard. Thèse reçue, soumission enregistrée. Ces 5 mots représentaient une victoire sur tous les obstacles que ma famille avait placés sur mon chemin. Malgré leurs efforts pour faire dérailler mon éducation, malgré la violence physique et l'abus émotionnel, malgré la destruction de mes biens et la blessure à ma personne, j'avais réussi. La thèse était soumise. Les exigences du diplôme seraient remplies. L'avenir qu'ils prétendaient que je ne méritais pas était encore à moi à revendiquer. En fermant l'ordinateur, une réalisation profonde m'a envahi. La famille qui aurait dû me soutenir avait essayé de me détruire à la place. Pourtant, leur opposition même avait forgé la résilience qui m'avait permis de surmonter les dommages qu'ils avaient infligés. La rébellion ultime contre leur négativité n'était pas la colère ou la vengeance, mais le succès à mes propres conditions. Avec cette pensée, j'ai repris le téléphone, cette fois pour appeler le bureau juridique de l'université à propos du dépôt d'une ordonnance de restriction. Certains ponts devaient être non seulement traversés, mais complètement brûlés pour empêcher tout retour possible. Mes parents avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. La guérison physique a commencé avec 4 points de suture au-dessus de ma tempe droite. La plaie s'est refermée proprement, laissant une petite cicatrice qui s'estomperait, mais ne disparaîtrait jamais complètement. D'une certaine manière, cela semblait approprié. Un rappel visible et permanent du moment qui a coupé mon dernier lien avec ma famille d'origine. Les symptômes de commotion ont persisté pendant près de 3 semaines. Maux de tête, sensibilité à la lumière, vertiges occasionnels, diminuant progressivement à mesure que mon cerveau se remettait du traumatisme. Les services de santé universitaires suivaient mes progrès avec des rendez-vous hebdomadaires et le centre de conseil universitaire est devenu un pilier de ma routine, avec des sessions bi-hebdomadaires m'aidant à traiter non seulement l'agression, mais aussi la vie entière d'abus émotionnels qui l'avaient précédée. La soutenance de ma thèse a été reportée d'1 mois pour permettre ma récupération. Quand le jour est enfin arrivé, je me suis présenté devant mon comité avec une confiance née d'avoir survécu au pire et d'avoir continué malgré tout. Les questions étaient difficiles, mais justes, mes réponses claires et bien raisonnées. À la fin, Madame Dubois a annoncé ce que j'avais à peine osé espérer. Mention très honorable, décision unanime. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je traversais le campus ensuite. Mention très honorable. Après tout, j'avais non seulement réussi, mais excellé. La validation était douce, mais plus importante encore était la connaissance intérieure que j'avais persévéré contre des obstacles extraordinaires. Aucune reconnaissance externe ne pouvait égaler la force que j'avais découverte en moi-même. L'ordonnance de restriction contre mes parents a été accordée sans contestation. Ils ne se sont pas présentés à l'audience, envoyant à la place une brève déclaration par leur avocat, affirmant que j'avais toujours été encline à l'exagération et à la recherche d'attention. Le juge a examiné les dossiers médicaux, le rapport de police et les photographies de ma blessure, avant de déclarer leur réponse préoccupante par son rejet d'une agression documentée. L'ordonnance a été approuvée pour la durée maximale, avec des provisions pour une extension si nécessaire. Alors que le printemps cédait la place à l'été, une nouvelle inattendue est arrivée de l'université. Le département avait une ouverture pour un poste d'assistant de recherche qui venait avec une modeste bourse et un logement sur le campus pour L Advance suivante. Madame Dubois m'avait recommandé. Votre thèse a attiré l'attention de plusieurs membres du corps professoral, m'a-t-elle expliqué lors d'une rencontre pour discuter de l'opportunité. L'intersection des dynamiques familiales, de la résilience éducative et des expériences des étudiants de première génération est de plus en plus pertinente pour nos objectifs institutionnels. Nous aimerions que vous poursuiviez et élargissiez cette recherche. Le poste me permettrait de rester dans l'environnement académique, où j'avais trouvé du soutien et un but, tout en établissant mon indépendance sur des bases plus solides. J'ai accepté immédiatement. 2 mois après l'agression, alors que je m'installais dans mon nouvel appartement sur le campus et dans mon rôle de recherche, un visiteur inattendu est apparu à la porte de mon bureau. François se tenait maladroitement dans le couloir, paraissant à la fois défiant et incertain.
On peut parler » a-t-il demandé, son habituelle bravade atténuée par une hésitation inhabituelle. J'ai hésité, ma main montant instinctivement à la légère cicatrice sur ma tempe. « Ça dépend de ce que tu veux dire. » Il a légèrement tressailli à ce geste. « Je ne suis pas là pour les défendre, » a-t-il dit rapidement. Ce que papa a fait était mal, vraiment mal. L'admission m'a choqué au silence. François avait toujours été l'écho de notre père, renforçant chaque critique, amplifiant chaque rejet de mes choix. Mais ces dernières semaines, j'avais remarqué qu'il m'avait envoyé quelques messages hésitants, demandant comment j'allais, sans jamais mentionner directement l'incident. « Maman et papa ont dit à tout le monde que tu étais tombé et que tu t'étais cogné la tête sur la table, » a-t-il continué. « Mais j'ai vu l'ordinateur brisé, je sais ce qui s'est vraiment passé. Et tu ne le reconnais que maintenant. » 2 mois plus tard, il a baissé les yeux. « J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. J'aurais dû l'arrêter ou t'aider après. J'ai été lâche. » L'excuse était implicite plutôt que clairement exprimée, typique de la difficulté émotionnelle qui caractérisait le style de communication de ma famille. Pourtant, cela représentait un changement significatif par rapport à notre dynamique précédente. « Pourquoi es-tu ici, François ?» ai-je demandé directement. « Je t'ai apporté quelque chose, » a-t-il dit, fouillant dans la poche de sa veste. Il a posé une petite boîte sur mon bureau, pour remplacer ce qui a été cassé. À l'intérieur se trouvait un nouvel ordinateur portable, nettement plus performant que le modèle d'occasion qui avait été détruit. Le geste était à la fois touchant et insuffisant, une solution matérielle à un problème profondément ancré. « Merci », ai-je dit prudemment. « Mais un ordinateur ne répare pas ce qui s'est passé. »« Je sais », a-t-il admis. « Rien ne le répare vraiment. Papa a franchi une ligne ce jour-là. Maman aussi, avec sa réaction. » Il a marqué une pause, semblant lutter avec ses prochains mots. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont ils t'ont traité par rapport à moi. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était différent. Jusqu'à ce que je voie ce qu'ils étaient capables de faire. Il a levé les yeux, son regard plus ouvert que jamais. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux essayer d'être un meilleur frère. Le poids de ses paroles m'a laissé sans voix. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début, un premier pas fragile vers une relation différente. « Je vais y réfléchir », ai-je répondu doucement, « mais ça va prendre du temps. » Il a hoché la tête, acceptant ma réponse sans insister. « Je comprends. Prends ton temps. » Après son départ, je me suis assise à mon bureau, tenant le nouvel ordinateur. Ce n'était pas une réparation, mais c'était un symbole, une reconnaissance que quelque chose devait changer. Mon voyage, comme l'avait écrit M. Martin dans ce carnet des années plus tôt, ne faisait que commencer. Et maintenant, libéré des chaînes de ma famille, j'étais enfin libre de le poursuivre à ma manière.